Le vote RN, c'est une politisation raciste de difficultés sociales. J'étais un peu insatisfait, beaucoup de manières de parler du vote pour le Rassemblement national. En fait, moi j'ai l'impression que dans les médias on dit qu'ils sont soit bêtes, soit en colère. Est-ce que le vote RN, après tout ce travail que tu as fait, est si irrationnel ? Si c'était uniquement un vote de colère, un vote de classe, un vote de souffrance sociale, on a une vision incomplète si on ne prend pas en compte cette question du racisme. On est enfermé en France dans un faux débat sur l'explication du vote RN entre est-ce que c'est du déclassement ou est-ce que c'est du racisme. Il faut tout simplement essayer de penser les deux ensemble. Le vote RN, c'est une politisation raciste de difficultés sociales. Ce ne sont pas les plus pauvres qui votent pour le RN en France. Quand vous êtes pauvre et précaire actuellement en France, la plupart du temps, vous vous abstenez ou bien vous votez à gauche. Les électeurs du RN, c'est plutôt des personnes qui ont acquis un petit quelque chose. On entend souvent le « on est chez nous ». C'est peut-être aussi un truc que j'ai pas mal lu dans les entretiens que tu as mis dans le livre, c'est « nous ». Contre eux. Ce que j'ai vu sur le terrain, et c'est quelque chose qu'il faut regarder avec lucidité et qui n'est pas forcément toujours facile à entendre, c'est que le racisme, c'est aussi du lien social. C'est une manière aussi de faire corps, de faire groupe, de pouvoir exclure certaines personnes. Très concrètement, de ce que je comprends, est-ce que le vote RN, c'est un vote d'appartenance raciale ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chercheurs.es. Aujourd'hui, on va parler du vote pour le Rassemblement national. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Félicien Faury. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es sociologue et politiste et chargé de recherche au CNRS. Tu publies la réédition en poche de ton ouvrage issu de ta thèse, Des électeurs ordinaires aux éditions Point. Pour ce livre, issu de ta thèse, tu as passé 6 ans en région PACA à rencontrer et à vivre au plus près d'électeurs du RN. Et ce que montre ton enquête est assez troublant. Personnellement, c'est comme ça que je l'ai trouvé en lisant. Notre compréhension du RN est sans doute beaucoup plus limitée qu'on ne le croit, alors que le parti progresse depuis plus de 40 ans. Après t'avoir lu, je me suis dit que peut-être je n'avais absolument rien compris au vote pour le Front National et le Rassemblement National. Ce vote ne se résume pas à un simple ras-le-bol, il s'ancre dans des expériences concrètes, dans des trajectoires sociales, et tu remets au centre une dimension souvent contournée, dans les analyses, le racisme. Alors, avant de parler de concepts et d'analyses, j'aimerais bien qu'on revienne au tout début, Félicien. Tu arrives en région PACA, dans un territoire que tu as anonymisé pour l'enquête. Concrètement, comment tu fais pour rencontrer des électeurs RN ? Et quand tu dis que tu es sociologue et que tu travailles sur leur vote, quelles ont été les premières réactions que tu as eues ? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être là et de parler de mon travail. Oui, quand j'ai commencé ma thèse, parce que tu l'as dit, c'est issu d'une thèse de sociologie et de sciences politiques, j'étais un peu insatisfait vis-à-vis de beaucoup de manières de parler du vote pour le Rassemblement national. On avait d'un côté beaucoup de sondages. Tous les jours, on a beaucoup de chiffres sur ces électeurs et ces électrices, ou bien des micro-trottoirs, souvent la veille d'élection, avec des personnes, il y a 2 minutes, où on entend leurs envies, leurs désirs, leurs espoirs, mais c'est souvent très insatisfaisant parce que ça dure justement 2 minutes. Et moi, j'avais envie de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire une enquête de terrain, et donc passer beaucoup de temps avec des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont voté pour le Rassemblement national. Et donc concrètement, je me suis installé dans ce territoire. J'avais des attaches dans une des villes sur lesquelles j'ai enquêté. Et j'ai fonctionné par ce qu'on appelle interconnaissance. C'est-à-dire que j'ai fait des premiers entretiens. Et ensuite, à chaque personne, je lui demandais « Est-ce que vous pouvez me conseiller à une autre personne que vous connaissez, dont vous êtes proche ?» Donc ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, un collègue, un voisin que vous aimez bien, une personne de votre association, etc. Et je pense que j'étais étudiant, du coup, à l'époque. Et voilà, je pense que j'étais, au début, en tout cas, des entretiens, l'étudiant à qui il faut faire plaisir pour faire plaisir à son ami, en quelque sorte. Et c'est là où on voit si l'entretien se déroule bien ou non. C'est qu'au début, les personnes peuvent être un peu soit impressionnées, soit aussi juste aimables et qui acceptent de faire ce petit entretien. Et parfois, et dans mon cas, c'est arrivé souvent, l'entretien se prolonge et peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois la journée entière. Et là, vous avez l'impression que les langues se délient davantage et vous accédez à une part aussi intime. Faut bien se rendre compte, les entretiens, à part si vous faites une thérapie, ça vous arrive jamais dans votre vie d'avoir à parler de sa vie pendant aussi longtemps. Et donc certaines personnes ont accepté de se confier sur leur vote, mais en réalité les questions électorales pures, elles étaient vraiment réservées à la fin de l'entretien. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était avant tout leurs expériences sociales, leur trajectoire, comme tu l'as dit. Donc je passais beaucoup de temps à juste parler de leur vie, tout simplement.
Petite pause, 97% d'entre vous regardent chercheur.s sans être abonnés. Alors est-ce que tu peux prendre ce petit moment pour t'abonner, que tu sois sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast? Le projet est 100% indépendant, sans profit et ton abonnement peut vraiment faire la différence. Merci pour l'écoute et je te souhaite un très bel épisode. Du coup, tu parlais de leur vie, mais c'est aussi un peu une vie que toi, tu as vécue. Comme tu as dit, tu t'y es installé. Qu'est-ce que toi, dans la vie que tu as vécue là-bas, tu avais des allers-retours, mais tu es resté quand même plusieurs mois à certains moments. Qu'est-ce qui t'a peut-être marqué et qu'est-ce qui t'a surpris? Ou qu'est-ce que tu as retenu comme image, peut-être quelque chose que tu ne pourrais pas comprendre en restant à Paris, en faisant des interviews à distance ou que les sondages ne te montrent pas? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que c'est très important d'habiter sur place. Déjà, vous êtes disponible et concrètement, vous faites un entretien avec une personne, mais ensuite, vous allez faire vos courses, par exemple, vous recroisez cette personne-là, par exemple, et donc vous dites bonjour. Donc vous avez un lien qui est un peu différent en fait avec les gens. Et par ailleurs, j'avais des référentiels un peu communs. Pour donner peut-être juste un exemple, sur mon terrain, dans une des villes sur lesquelles j'ai travaillé, il y avait un bar un peu central qui a été repris par un commerçant musulman et qui, sa clientèle était majoritairement musulmane et donc il a arrêté de vendre de l'alcool. Et ça, ce bar sans alcool, ce bar sans bière, c'est revenu dans presque toutes les conversations pour les personnes qui habitaient dans cet endroit. Et là, quand vous avez ça que vous retrouvez tout le temps d'un entretien à l'autre, que vous-même, vous avez pu prendre un café, mais effectivement pas de bière ni de pastis dans ce bar lorsque vous y êtes allé, voilà, ça nourrit la conversation en quelque sorte. Et c'est important, je pense, sociologiquement. Il y a un sociologue qui s'appelle Norbert Elias et qui avait insisté sur l'importance des commérages, des gossips, des rumeurs. Qu'est-ce qui fait scandale aussi? Quand vous avez des opérations de scandalisation qui circulent comme ça dans un espace donné, vous dites là, il y a quelque chose qui se cristallise et qu'il faut aller regarder de plus près. Ce que je trouve hyper intéressant dans ton travail, c'est aussi parce que tu fais quelque chose que beaucoup de gens demandent mais que ne font pas, c'est d'aller faire du dialogue en fait. D'aller rencontrer les gens, leur parler, essayer de comprendre dans leur intimité, dans leur vécu, qu'est-ce qui fait qu'ils votent RN. Et bon, après, ils sont bien plus de choses que ça. Est-ce que tu as eu une impression aussi en général de ces entretiens-là, des dialogues que tu as eu avec les gens dans leur vécu? Qu'est-ce qui ressortait peut-être comme impression générale de leur côté? Ça, c'est un point aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est que pour moi, l'entretien n'est pas un lieu de débat conflictuel. J'ai des collègues qui peuvent s'engueuler avec leurs enquêtés, par exemple. Ça peut être intéressant. Moi, c'est vraiment pas ma posture. Je pense que c'est vraiment le lieu d'une écoute la plus empathique possible pour essayer de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, et en l'occurrence, pourquoi ils votent ce qu'ils votent. Et c'est cette posture d'écoute, souvent assez silencieuse, que j'ai essayé d'adopter. Au début, je me disais peut-être le fait que je sois étudiant, doctorant en sciences politiques, même si les personnes avec qui je me suis entretenu souvent n'étaient pas hyper familières non plus des études supérieures, de ce que ça pourrait représenter. Mais je me demandais, est-ce que il va pas y avoir un peu de censure? En réalité, j'ai l'impression que dans beaucoup d'entretiens, il faut bien voir que les électeurs RN, en tout cas les personnes avec qui je menais des entretiens, c'est des personnes qui ont pu arriver à une situation sociale parfois compliquée, avec beaucoup d'épreuves sociales, mais ils sont quand même arrivés à obtenir une certaine stabilité, un emploi stable, ils sont propriétaires de leur logement par exemple. Et ils ont l'impression souvent qu'ils sont arrivés à leur position par leurs efforts personnels plutôt que par exemple par leurs études. Peut-être on y reviendra, mais la variable la plus prédictive du vote RN, c'est le faible niveau de diplôme. C'est pas le niveau de revenus, c'est le faible niveau de diplôme. Et c'est des personnes donc, qui se sont dit c'est grâce à mes efforts, au fait d'avoir pas compté mes heures, au fait d'avoir travaillé, que je suis arrivé à ma position. Et donc quand vous êtes étudiant, vous êtes aussi une personne à qui on peut expliquer la vie, quoi. Je pense que j'étais un peu dominé interactionnellement dans beaucoup de conversations que j'ai pu mener parce que, t'es un étudiant qui débarque, on va t'expliquer comment ça se passe ici, on va t'expliquer, on va t'expliquer la vie, ouais, voilà. Et quand les personnes m'expliquent la vie, ils expliquent leur vie. Et moi, forcément, ça m'intéressait beaucoup. Oui, parce que déjà, tu étais plus jeune, j'imagine, en âge, et ils travaillaient, et toi, tu étais étudiant. Du coup, c'est ce rapport-là, en plus, socialement. Et c'est une étiquette sociale un peu particulière à la figure d'étudiants. Et d'ailleurs, s'il y a des étudiants et étudiantes qui nous écoutent, profitez-en aussi d'une certaine manière, parce que quand vous êtes... Maintenant, si je dois faire des enquêtes de terrain, je vais être chargé de recherche au CNRS. Donc, c'est pas tout à fait le même statut.
Ouais, ça renvoie pas la même image. Ouais. Quand on pense au récit qu'il y a autour du vote RN, il y en a un peu deux, j'ai l'impression. Il y a le premier, c'est qu'il serait un peu délaissé par un système économique, il serait victime de zones où l'État se serait désengagé. Et la deuxième, c'est un peu plus une lecture moralisatrice, où en fait, ces gens, ils seraient un peu naïfs, manipulés, qui voteraient contre leurs intérêts. En fait, moi, j'ai l'impression que dans les médias, on dit qu'ils sont soit bêtes, soit en colère. Est-ce que le vote RN, après tout ce travail que tu as fait, est si irrationnel ? Très bonne question, et je dois dire que c'est un assez bon résumé. Soit bête, soit en colère. Et derrière la bêtise, souvent, il y a la question du racisme qu'on a évoqué. Il y a un peu cette image de la personne qui est un peu marquée par la bêtise, par le manque d'éducation, qui regarde CNews et qui se fait laver le cerveau et qui se met à voter RN par racisme. Je pense qu'on est enfermé en France dans un faux débat sur l'explication du vote RN entre est-ce que c'est du déclassement ou est-ce que c'est du racisme. Et ça, je pense que c'est une erreur, c'est une fausse alternative, parce qu'il faut tout simplement, c'est pas très compliqué à mon avis, essayer de penser les deux ensemble. Le vote RN, c'est une politisation raciste de difficultés sociales et d'incertitudes socio-économiques. Et donc, il faut articuler la question raciale, la question du racisme et la question sociale, la question de la classe. Et c'est quelque chose qu'a très bien compris le Rassemblement national. C'est un exemple que je donne souvent, mais dans les années 70-80, quand le chômage de masse commence à s'installer en France, le slogan qui fait connaître le Rassemblement national, qui s'appelle le Front national à l'époque, c'est 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Quand le chômage augmente, ensuite ils disent 2 millions de chômeurs, c'est 2 millions d'immigrés en trop, etc. Ils font l'articulation entre cette question sociale, celle du chômage en l'occurrence, et la question migratoire, et derrière la question migratoire, la question raciale. Et moi, dans les entretiens, c'est ça que je vois. C'est par relation d'idées, comment on se met à relier des difficultés sociales, des incertitudes socio-économiques, à la présence de personnes identifiées comme immigrés, identifiées comme musulmans sur le territoire français. Et c'est ça que j'ai cherché à comprendre. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a ces relations d'idées qui se mettent en place. Si c'était uniquement un vote de colère, un vote de classe, un vote de souffrance sociale, ce qu'il est en grande partie, on n'a qu'une partie de l'histoire en quelque sorte. Et on a une vision incomplète du vote RN si on ne prend pas en compte cette question du racisme. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ces personnes-là, par exemple, elles ne votent pas à gauche, à ce point. Oui, du coup, par exemple, quand on dit... Il y a des sondages, par exemple, qui montrent que le pouvoir d'achat est devant l'immigration, par exemple, en termes de préoccupation. C'est une fausse analyse ? Absolument. Moi, je me souviens que quand j'étais sur le terrain, justement, je lisais beaucoup de sondages. Et en 2022, à l'époque, il y avait effectivement beaucoup d'enquêtes d'opinion qui disaient le pouvoir d'achat est passé devant l'immigration en termes de raison du vote pour le RN, et donc on est davantage dans un vote social. Ensuite, il y a eu les européennes, il me semble, l'immigration est repassée devant le pouvoir d'achat un petit peu, donc on s'est dit c'est de nouveau un vote identitaire, un vote anti-immigration. C'est là où ça sert, à mon avis, les entretiens. Quand vous faites un entretien avec un électeur ou une électrice du RN, cette alternative de est-ce que c'est le pouvoir d'achat ou est-ce que c'est les immigrés, ça n'a aucun sens. Parce que les gens, ils ne votent pas pour une seule raison. Et ils mettent des relations de causalité entre les phénomènes. Donc les personnes que je croise, ils me disent en substance j'ai des problèmes de pouvoir d'achat à cause des immigrés. Ou bien j'ai des problèmes de pouvoir d'achat, pour les régler, il faudrait donner moins à certaines catégories de la population. Et là, ces catégories de la population qui sont désignées, ce sont les immigrés. On nous répète un peu depuis 20 ans, 30 ans que l'extrême droite, elle progresse à cause de la désindustrialisation, de la montée de la pauvreté, du chômage. Or, le paradoxe auquel tu t'attaques, c'est que région PACA, troisième région la plus riche de France. C'est une économie de services, de tourisme, c'est une région plutôt attractive, qui est assez belle, avec beaucoup d'ouverture sur le monde, avec du tourisme. Pourtant, 9 députés sur les 16 de cette région sont RN, et on pourrait même dire que le RN, c'est la force majoritaire du PACA. T'as pas vraiment les conditions qu'on connaît normalement pour qu'un vote RN se développe. Effectivement, moi, souvent, quand j'entends des portraits sociaux de l'électorat du RN, j'ai l'impression qu'on oublie toujours le Sud-Est, alors que c'est un bastion électoral majeur. Ça l'a toujours été et ça l'est plus que jamais du Rassemblement national. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'enquêter sur cette région, c'est qu'on a tendance à expliquer le vote RN uniquement par défaut, en quelque sorte, uniquement par la perte. C'est-à-dire qu'il y a moins d'usines, il y a de la désindustrialisation, avec un vote ouvrier frappé par ces désastres socio-économiques.
Mais encore une fois, c'est qu'une partie de l'histoire. Parce qu'il y a déjà un vote RN qui n'est pas du tout ouvrier. Il y a un vote RN employé, beaucoup de professions intermédiaires aussi. Et ça va de façon croissante. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus une forme de moyennisation du vote pour le Rassemblement national. Et en travaillant sur la région PACA, on se rend compte aussi que les nouvelles tendances de l'économie, le secteur des services, le secteur touristique et la question des inégalités, parce qu'effectivement, la région PACA, c'est une région riche, mais c'est aussi une région inégalitaire. C'est la deuxième région la plus inégalitaire après l'Île-de-France. Et ça, ces inégalités, elles nourrissent tout un ensemble de ressentiments, d'insatisfaction, de craintes sociales qui, évidemment, vont jouer dans le vote pour le Rassemblement national. C'est très intéressant, tu as dit moyennisation. Qu'est-ce que ça veut dire et tu parles de quel type de personnes? C'est quoi à peu près les personnes que tu as rencontrées? En fait, c'est le cas sur mon terrain, mais on le retrouve de manière générale dans tout l'électorat en réalité. Le vote RN, c'est le vote de personnes qui ne sont pas les plus pauvres. Ce ne sont pas les plus pauvres qui votent pour le RN en France. Quand vous êtes pauvre et précaire actuellement en France, la plupart du temps, vous vous abstenez. Vous ne votez pas. Vous êtes éloigné de la chose politique, en tout cas dans sa version institutionnelle. Ou bien vous votez à gauche. Donc les électeurs du RN, c'est plutôt des personnes qui ont acquis un petit quelque chose, un petit capital, notamment, voilà, comme je l'ai dit, propriétaire de leur logement, un emploi stable, souvent en CDI, et vous avez peur de le perdre. Donc vous avez acquis une petite stabilité et vous avez peur de la perdre, et c'est ça un peu qui fait voter pour le Rassemblement national. Donc voilà, c'est souvent chez les classes moyennes inférieures, comme on dit, qu'on retrouve en fait le plus de votes pour le Rassemblement national. Et de plus en plus, au fur et à mesure que le vote RN se gonfle, en quelque sorte, on a des segments de plus en plus embourgeoisés qui sont tentés par ce vote, notamment avec toute une partie de l'électorat de droite, de classe moyenne et aussi de classe moyenne supérieure, voire de classe supérieure, qui sont de plus en plus tentés par le vote pour ce parti. On entend souvent le « on est chez nous ». Et c'est peut-être aussi un truc que j'ai pas mal lu dans les entretiens que tu as mis dans le livre, c'est nous contre eux. Et il y a un peu un bloc. Et c'est quoi ce bloc « nous » ? Le « nous », il est toujours variable selon les situations, selon les questions qu'on pose aussi pendant l'entretien. Mais effectivement, ce que j'ai vu sur le terrain, et c'est quelque chose qu'il faut regarder avec lucidité et qui n'est pas forcément toujours facile à entendre, c'est que le racisme, c'est de la division, c'est de l'exclusion, mais c'est aussi du lien social, le racisme. C'est-à-dire très concrètement, c'est une manière aussi de faire corps, de faire groupe, de pouvoir exclure certaines personnes. Et ça peut aussi être un vote d'intégration, le vote RN. On le présente souvent comme un vote anti-système, mais moi, ce que je vois beaucoup, c'est que voter RN, dans certains milieux, c'est aussi se mettre du côté des vrais Français, comme je l'ai souvent entendu sur mon terrain, c'est de se mettre du côté du groupe majoritaire légitime. Et j'ai même un exemple d'un électeur qui est franco-brésilien et qui me dit qu'à son arrivée en France, il a été exposé à du racisme, très concrètement. Et tout l'entretien est structuré de cette façon. Il met à distance les minorités arabo-musulmanes qu'il déteste. C'était un des entretiens les plus compliqués à mener parce qu'il a des propos très très violents envers ces minorités, envers ces individus-là. Mais tout l'entretien, on voit qu'il met à distance pour lui-même s'intégrer, pour dire « je ne suis pas comme eux ». J'ai été trop souvent mis dans la même case que ces personnes-là. Et donc, quoi de mieux, en quelque sorte, pour montrer qu'on est un vrai Français, pour se blanchir, que de voter RN, en parler, en faire un motif de fierté. Et ça, je pense qu'on voit que le fait que des personnes racisées, comme on dit, puissent voter pour le Rassemblement national, ça veut pas dire, ça va pas à l'encontre de l'argument d'un vote comme politisation raciste. Ça montre au contraire que, y compris chez les personnes qui peuvent être exposées au racisme, le vote RN, ça peut être un moyen de protection, en quelque sorte. Du coup, très concrètement, de ce que je comprends, est-ce que le vote RN, c'est un vote d'appartenance raciale ? Ça peut l'être. C'est souvent les manières de le dire. Ça va être le lexique du national, c'est-à-dire qu'on est français, on appartient aux vrais français, on n'est pas des immigrés, etc. Ou ça peut être le vocable du religieux aussi, qui revient souvent. De se dire chrétien, c'est aussi une manière de ne pas se dire musulman et se mettre du côté de ce que une sociologue que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup dans le livre, qui s'appelle Colette Guillaumin, elle appelle le groupe majoritaire. Donc effectivement, il y a une racialisation du vote et c'est une appartenance sociale mais racialisée qui est désignée à travers le vote pour le Rassemblement national. Dans ton ouvrage qui est hyper intéressant, un des passages qui est passionnant, c'est toute l'analyse de l'espace et dans lequel on peut retrouver ça, où en fait,
Du coup, on parle un peu de ces classes moyennes, dans ton ouvrage, classes moyennes basses, qui sont entre les riches qui achètent énormément de terrain en région PACA, parce que c'est attirant pour le soleil et tout, et des personnes racisées qui sont dans des HLM, quoi. Et eux, ils sont entre les deux et ils se sentent coincés, c'est ça ? Exactement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé sur mon terrain. C'est cette idée de... Il y a un électeur qui me dit « si t'es au milieu, t'es mort ». Il y a une autre personne qui me dit « on est au milieu, mais au mauvais milieu de l'espace social ». Okay. Enfin, on est au mauvais milieu de la société, en quelque sorte. Et ça se traduit notamment sur le plan résidentiel. Parce que, comme tu l'as dit, en PACA, il y a une migration plutôt populaire, plutôt issue du Maghreb, de la Turquie, de l'Afrique subsaharienne. Mais il y a aussi une migration blanche, très riche, avec des personnes qui viennent des États-Unis, d'Angleterre, d'Autriche, de Belgique, les Parisiens aussi, et qui viennent acheter des résidences secondaires ou des résidences principales une fois qu'ils sont à la retraite, dans l'arrière-pays provençal, sur la Côte d'Azur. Et ça a des effets très très concrets qui sont ressentis comme tels par les électeurs avec qui j'ai pu discuter. Il y a des endroits qui deviennent inabordables. Concrètement, c'est beaucoup trop cher et on ne peut pas aller y vivre. Il y a beaucoup de personnes qui me disent moi, à ma retraite, j'aimerais bien aller dans ces coins sympas, les coins tranquilles, comme on les appelle. Mais ça devient impossible parce que c'est beaucoup trop cher. Et pourquoi ils veulent déménager ? Parce qu'ils ont justement l'impression que leur quartier est de plus en plus envahi par ce qu'ils appellent du coup les cités, les tours, les HLM, où il y a beaucoup de classes populaires, souvent racisées. Donc effectivement, il y a cet effet de tenaille on a d'un côté des quartiers invasifs mais repoussoirs, et de l'autre des quartiers qu'on va envier, des territoires qu'on va convoiter, mais qui deviennent complètement inabordables. Ce que j'entends, c'est une double dépossession. Une dépossession d'un futur par une ambition, tu parles des retraites. Exactement, ouais. On ne peut pas aller là-bas, le futur est bloqué. Et le présent actuel le quartier chiant, par exemple, pour revenir à l'exemple typique du bar qui ne sert plus de bière, le présent, le quotidien qui soit dépossédé et être à la fin déposé même d'un pouvoir d'action. Ah, exactement. Je pense que le terme de dépossession, c'est le bon. Il y a une dépossession raciale effectivement, on n'est plus chez nous, c'est-à-dire on a l'impression, ce qui est souvent faux, mais on a l'impression que les personnes qui donnent le ton dans l'espace local, c'est de moins en moins la majorité, mais de plus en plus les minorités. C'est-à-dire les minorités sont considérées comme de moins en moins minoritaires, justement, de plus en plus visibles. Et il y a une dépossession aussi, de classe, vis-à-vis notamment de ces personnes qui font partie des ultra-riches, en fait, des 1%, et qui, par les prix, mais aussi par tout un ensemble de pratiques. Moi, je retrouve sur mon terrain des choses qu'on a entendues aussi ailleurs, des personnes qui disent on a eu des procès pour le chant du coq, on a eu le lavoir qu'il a fallu assécher parce que les grenouilles faisaient trop de bruit, etc. C'est des exemples qui peuvent sembler un peu anecdotiques, mais qui montrent aussi à quel point le pouvoir résidentiel, c'est plus nous, justement, en guillemets, qui l'avons, mais ce sont eux, avec ce double E, ce E des classes supérieures et ce E des classes populaires racisées. Pourquoi la colère, elle s'exprime envers ces minorités ? Ça a été une des énigmes, mais je pense un des points les plus tristes peut-être de mon enquête, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle en sociologie parfois une conscience sociale triangulaire. C'est-à-dire qu'on a l'impression c'est pas seulement eux et nous, c'est pas seulement les petits contre les gros, c'est pas seulement les classes populaires contre les classes supérieures. On sait qu'il y a une pression d'en haut, mais on a le sentiment qu'il y a une pression qui vient d'en bas, de plus bas que soi. Les assistés, les chômeurs, les cassos, et évidemment les immigrés, ou d'autres termes plus insultants parfois qui sont utilisés. Oui, c'est important juste de préciser que c'est que dans ton ouvrage, tu dis oui, je veux pas trop mettre en avant la violence des propos pour concentrer sur l'analyse, mais que en effet, tu as entendu des trucs très violents et qu'on va rester sur des termes pour parler normalement. Quoi. Oui, et notamment dans des moments publics comme celui-là, un podcast où on est enregistré, je pense que j'ai toujours un peu de mal à redoubler un peu ces termes, à les citer à nouveau. Et ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est que lorsque je citais certains propos, j'essayais en tout cas que ça soit pas gratuit, en fait, que ça soit nécessaire à l'analyse, me semble-t-il. Et c'est aussi, il y a un enjeu de ne pas réduire le racisme à la seule insulte, parce qu'il y a plein de personnes qui sont capables de dire exactement la même chose, mais avec des termes absolument polissés. Voilà. Et, donc effectivement, c'est un point important. Et donc on a sur mon terrain cette espèce de conscience sociale triangulaire, on est coincé, on est pris entre un haut et un bas, mais
il faut faire une distinction entre la conscience sociale et la conscience politique. Et en fait, on peut très bien avoir l'impression d'être coincé et d'être pris en tenaille entre un haut et un bas, mais ne pas politiser de la même façon et avec la même intensité l'injustice des inégalités du haut, en quelque sorte, et l'injustice des inégalités du bas. Et moi, ce que je retrouve sur mon terrain, c'est que lorsque moi, je discute avec eux et je leur demande, mais du coup, ces richoux, parfois, ces bourges qui achètent, ces étrangers, parfois, on les appelle comme ça, qui achètent des villas hors de prix dans ton coin, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un électeur qui me dit, oui, c'est scandaleux, mais qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est-à-dire les classes supérieures sur le territoire, qui sont visibles à l'œil nu parfois, elles sont regardées avec amertume, avec colère, parfois avec envie aussi, mais surtout avec beaucoup de fatalisme. C'est-à-dire qu'on ne pense pas que cet état de fait est modifiable. Et ça, je pense qu'il y a quand même un discours sur qu'est-ce qu'on peut faire actuellement vis-à-vis des inégalités capitalistes, et là, en l'occurrence, décliné sur le plan foncier, immobilier, résidentiel. Et il y a beaucoup de fatalisme au sein des classes populaires ou au sein des classes moyennes de « c'est pas possible, qu'est-ce que tu veux y faire ?» Et ça contraste avec la manière dont les classes populaires, et notamment lorsqu'elles sont considérées comme immigrées, et ça c'est là où c'est très important, c'est que le racisme, ça politise aussi de cette façon-là, c'est que là par contre, on se dit que c'est possible. On se dit que là, il faudrait qu'il y ait moins d'immigration, on aurait dû depuis très longtemps empêcher tous les flux de migration, et Marine Le Pen ou Jordan Bardella feront quelque chose plutôt que rien, eux au moins. Et je pense qu'on a ce double mouvement, une dépolitisation des questions des inégalités capitalistes, de la lutte des classes, pour aller vite, une dépolitisation de ces phénomènes-là, et en regard, une surpolitisation en quelque sorte des questions d'immigration et des questions d'insécurité aussi, par exemple. Tu parles de dominant dans le livre. C'est qu'en fait, c'est là où ils ont un mode d'action, c'est qu'ils dominent cette population et du coup voient des outils pour y faire quelque chose, alors qu'une personne millionnaire qui achète un terrain à côté, ils peuvent rien y faire. Ouais. Oui, et en même temps, d'un point de vue politique, moi, si vous voulez, à la fin de mon enquête, des fois, si tu veux, à la fin de mon enquête, des fois, je me disais, mais entre réguler le foncier en PACA versus mettre fin à l'immigration, en termes de politique publique, il y avait un truc qui me semblait plus faisable que l'autre, quoi. Et en fait, c'est vraiment une question de, voilà, qu'est-ce qu'on estime possible ou non. Mais comme tu le dis, bien sûr, il y a la question de la position qui est très importante, c'est que c'est des personnes à qui on répète depuis très longtemps, et ils se mettent à y croire, que le racisme qu'ils ont en eux, cette fois-là, peut-être ça va valoir le coup. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un au pouvoir qui va les rétribuer comme tel, qui va monétiser politiquement en quelque sorte ce racisme. Et il y a beaucoup de travaux qui insistent sur le fait que le racisme, pour les classes populaires blanches, c'est un appât empoisonné. C'est-à-dire que c'est un appât, c'est-à-dire qu'on se rue dessus, mais c'est empoisonné parce qu'il va empêcher toute lutte et tout gain plus important sur le long terme. Mais quand on a l'impression que de toute façon c'est foutu, que de toute façon sur le long terme on n'aura rien, qu'il faut se contenter de ce qu'on a, parce qu'il y a vraiment un peu le discours fataliste que j'ai, ça sera toujours ça de prix. Si on peut donner le logement social aux vrais Français, entre guillemets, plutôt qu'aux immigrés, entre guillemets aussi, parce que souvent ça désigne des personnes qui sont françaises depuis plusieurs générations, si on peut avoir ce logement social, cette aide sociale-là, on la prend. C'est toujours ça de prix. Et on a des petits gains de court terme ou de moyen terme, mais qui, effectivement, impliquent souvent de renoncer à des luttes plus progressistes, et potentiellement plus émancipatrices, à mon avis. Parce que tu montres que en fait, l'intérêt des gens est beaucoup porté sur la redistribution et non sur la distribution, sur la redistribution à une échelle de redistribution de qui gagne plus, mais qui touche, qui a accès à l'école, qui a accès au chômage, qui a accès aux services publics. Mais comment ça se fait que même intellectuellement ou théoriquement, le lien à la fin, c'est les immigrés? C'est comme ça qu'ils le disent. C'est une bonne question. Effectivement, l'équation que je retrouvais de manière presque systématique dans les entretiens, c'est immigré égale chômeur. Ça renvoie un peu au slogan que j'ai évoqué tout à l'heure. Et ça, cette équation-là, ce qui est objectivement faux, c'est-à-dire qu'en région PACA notamment, si vous enlevez le travail agricole saisonnier,
si vous enlevez la construction, si vous enlevez les services d'aide à la personne, c'est vraiment les 3 secteurs qui marchent le mieux en région PACA. Et la main-d'œuvre, elle n'est pas toute blanche, si je peux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a évidemment du travail immigré étranger qui est fondamental. Mais un des points peut-être à creuser, c'est que c'est des personnes qui, de par leur position sociale, sont pas en situation d'exploitation directe de ces immigrés-là. Pour résumer, c'est ni les collègues des Marocains qui font du travail agricole saisonnier, parce qu'ils sont trop de classe moyenne ou populaire intégrée, j'allais dire. Et c'est pas non plus des personnes riches qui emploient une nounou noire de peau, par exemple. Et donc, ils ont pas ce rapport d'exploitation directe. Et donc, d'où cette idée de mais du coup, il y a que des chômeurs, quoi. Et je me souviens d'une électrice qui me dit, mais pourquoi on fait venir des chômeurs ? À partir du moment où vous avez cette équation immigré égale chômeur, la politique migratoire, elle vous paraît mais complètement absurde. Est-ce que c'est parce que du coup, pour eux, ils sont pas utiles ? Ah, exactement. Il y a quelque chose il y a une accusation d'improductivité chez les immigrés. Un électeur qui me disait ça aussi, mais en fait, ils apportent rien au pays. La seule chose qu'ils font, c'est remplir les prisons. Bon, c'est une phrase contestable, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a vraiment cette idée de c'est que du néfaste en quelque sorte. C'est pour ça que ce biais raciste-là, en fait, il alimente aussi des perceptions de classe. C'est-à-dire qu'on se dit, moi j'ai travaillé, mais mes impôts à quoi ils vont servir ? Ils vont servir à aider des personnes comme ça, et même à construire des prisons, ça coûte cher. Voilà, maintenant, j'aimerais bien que tu réagisses à un extrait médiatique d'un auditeur dans Apolline Matin sur RMC Story. Comme je l'ai dit, j'assume entièrement, je suis électeur RN, il n'y a aucun problème pour ça. Après, par contre, ce que j'en ai marre, c'est qu'on nous traite de fachos, de racistes, quoi que ce soit. Excusez-moi, mais moi, personnellement, ma vision du RN, c'est pas de vouloir nettoyer la France de tous les étrangers, juste ceux qui ne respectent pas la France. Peu importe, vous êtes mexicain, allemand, peu importe le pays d'où vous venez, peu importe votre couleur de peau, peu importe votre religion, on vous aime si vous aimez la France. C'est tout. Non, faut arrêter de nous dire qu'on est raciste. Comment vous faites la distinction ? Tout simplement, déjà, ceux qui sont bien connus des services de police, qui sont au QTF ou quoi que ce soit, si déjà on respectait les choses et qu'on renvoyait ces gens dans leur pays d'origine, déjà il y aura peut-être moins de problèmes. Après, moi, ceux qui respectent la France et qui s'intègrent et tout, là, vous avez vu ta manifestation il n'y a pas longtemps, des patriotes, de la diversité, etc. Ça fait plaisir. Ça, pour moi, c'est des gens, même s'ils sont issus de l'immigration, qui sont des vrais Français et qui, eux, ont la permission de rester en France et d'être considérés comme de vrais Français. Voilà, du coup, il y a vraiment la notion de respect, d'aimer la France, peut-être de bons et de mauvais immigrés. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu toi aussi sur le terrain, et qu'est-ce que ça veut dire un peu cette analyse qui en fait revient assez souvent en fait dans le discours RN ? Oui, absolument. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que l'association entre Rassemblement National et racisme, là, elle est déniée, mais elle est toujours un peu connue. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est que moi, je me bats un peu dans le livre sur l'idée que les électeurs du RN ne sauraient pas ce qu'ils font, en quelque sorte, lorsqu'ils votent. Bon, je pense que l'association entre anti-immigration et Rassemblement National, ça fait partie des compétences politiques et des savoirs politiques les plus partagés actuellement en France. Donc, les gens savent qu'il y a ça. Et après, par contre, ça a été moins un des enjeux dans l'écriture du livre, c'est que le terme de racisme, effectivement, son usage social, très souvent, c'est l'insulte. Donc tout l'enjeu, c'était comment garder le terme, parce que moi, je pense qu'on a un problème actuellement dans le débat public d'euphémisation, en fait, où on va parler de tout un ensemble de phénomènes sans dire les termes, en quelque sorte, c'est-à-dire sans utiliser le terme de racisme. Mais l'enjeu, c'était de lui donner une acception sociologique, en me connectant à la littérature académique et scientifique qui existe sur les phénomènes de racialisation, sur le racisme, etc. Et pour revenir à ta question, ça, c'est quelque chose qui était très, très, très commun. Il y a la figure du bon immigré. Il y a cette figure du bon immigré qui est omniprésente et qui est, je précise, un fonctionnement du racisme. On a plein de déclinaisons en tête. C'est lui, ça va. C'est l'ami noir. C'est le bon immigré, etc. Et ça, c'est pas un contre-exemple raciste. C'est un des modes de fonctionnement du racisme passe par le fait d'avoir des exceptions. C'est justement par cette exception qu'on va pouvoir stigmatiser le reste tout en restant légitime. Et donc, c'est un des fonctionnements du racisme de s'aménager des exceptions. Et notamment, dans ces exceptions, il y a le bon immigré.
Moi, sur mon terrain, le bon immigré, il a toujours souvent 2 caractéristiques. C'est premièrement l'immigré travailleur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si vous travaillez, en quelque sorte, ça va compenser le fait que vous soyez issu de l'immigration. Je précise toujours que dans le livre, je le mets entre guillemets à chaque fois, le terme d'immigré, parce que en réalité, déjà, ça désigne pas tous les immigrés. Ça désigne pas les immigrés ukrainiens, par exemple. C'est pas ça dont on parle. Et deuxièmement, ça désigne des personnes qui sont souvent françaises depuis plusieurs générations, mais qu'on continue à assigner à leur origine. Donc le terme d'immigré est actuellement, en fait, en France, quand on parle d'immigration, lorsqu'on parle de submersion migratoire, etc., c'est pas de l'immigration au sens strict dont on parle. C'est de la présence des minorités ethno-raciales ou ethno-religieuses sur le sol français. Et donc, il y a l'immigré travailleur. Et la deuxième chose, c'est l'immigré qui est non musulman, ou en tout cas non musulman pratiquant. Ça, c'est quelque chose qui a été assez important dans les entretiens que j'ai pu mener. C'est que lorsque vous êtes racisé, lorsque vous n'avez pas le bon prénom, pas la bonne couleur de peau, etc., mais que vous ne pratiquez pas de manière visible votre religion, en l'occurrence la religion musulmane, c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans les entretiens, il est discret, il impose pas sa religion, etc. Et le terme d'imposer, souvent, ça voulait juste dire la pratiquer, en réalité. Là, ça allait. Et par contre, par exemple, pour les femmes, le fait de ne pas se voiler, il y a une personne qui me dit elle est francisée, ça va, etc. Et donc, on voit à quel point l'islam et l'islamité, l'identification à l'islam, ça fonctionne aussi comme un déni de francité, quoi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment intégré si vous pratiquez votre religion. Et donc, à l'inverse, vraiment, le musulman, c'est la figure du mauvais immigré sur mon terrain. Avant d'entrer sur la question de l'islam, j'aimerais bien demander, du coup, il y avait le slogan dont tu as parlé, là, 1 million d'immigrés, 1 million de chômeurs. C'est-à-dire qu'en gros, les immigrés sont des chômeurs, quoi, qu'on ramène, qui sont à l'aide de l'État. Mais un bon immigré, c'est celui qui travaille. Du coup, en même temps qu'il vole le travail, comment les électeurs avec qui tu parlais font pour gérer cette dissonance dans le discours, cette incohérence d'une certaine manière? C'est une très bonne question. C'est que, justement, en fait, ce slogan, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés, en trop, il est polysémique. Et en fait, il s'adresse à 2 types d'électorats différents. C'est que d'un côté, ça peut vouloir dire il y a trop de chômage parce que les immigrés travaillent et nous volent le travail, comme selon l'expression xénophobe. Donc, les immigrés travaillent et du coup, nous volent notre travail qu'il faudra nous réserver à nous. Donc ça va davantage parler à des personnes qui sont en précarité sur le marché du travail. Effectivement, dans des endroits où il y a peu d'emplois, où c'est des emplois qui sont délocalisables, où il y a une rareté du coup de la question du boulot, quoi. C'est dur de trouver du boulot. Là, la présence d'immigrés à qui on va accorder ce boulot plutôt qu'à un autre, là, ça va jouer cette question du travail. Mais en fait, pour d'autres électorats, et moi j'ai plutôt ce type de profil-là, ça va être des personnes, l'immigré menaçant, ça va être justement l'immigré qui ne travaille pas, mais qui va voler indirectement notre, entre guillemets, travail par le biais de la redistribution, parce qu'on va payer trop d'impôts et ça va les rémunérer leurs aides sociales, etc. Et donc en fait, ça peut être vu comme une contradiction. Et effectivement, il y a parfois cette figure de l'immigré, c'est celui qui vient voler votre travail sans pour autant travailler et donc du coup toucher les aides. Mais en fait, cette contradiction, elle est levée par le fait que le RN ne s'adresse pas de la même façon selon les électorats. Ah, c'est intéressant de voir la polysémie, comme tu as dit, ce terme. Et j'aimerais bien revenir sur autre chose dans cette figure du bon immigré. Parce que tu as dit travailleur, discret. En fait, est-ce que c'est pas un bon immigré, c'est quelqu'un qui est exploité? C'est la figure de celui qui est, j'ai pas envie de dire esclave, mais en tout cas qui fait un travail difficile que les Français n'ont pas envie de faire, du coup ne le volent pas. Un travail mais discret, ne fait pas de bruit, ne gêne pas, ne remet pas en cause des normes sociétales. Tout ça, en fait, c'est une posture de vassal, comme on dit, de vassalité, ou de colon, de coloniser vis-à-vis de colons. C'est un point absolument fondamental que tu soulèves. Il y a un sociologue qui s'appelle Abdelmalek Sayad et qui a beaucoup insisté sur cette figure du bon immigré, qui est l'immigré qui est travailleur, mais aussi poli, docile, discret. Et à l'inverse, le mauvais immigré, c'est celui qu'on voit trop, en quelque sorte, et qui sort de cet état de dépendance. Et moi, je l'ai beaucoup dans des récits nostalgiques, par exemple, à l'époque, ça allait, parce qu'ils travaillaient, et j'ai des récits ils nous faisaient le couscous, des choses comme ça. Et il y a vraiment cette idée du minoritaire, mais qui est vraiment minoritaire, c'est-à-dire qui est sous dépendance. Et là, justement, c'est plus le cas. Et on a l'impression qu'il lève un peu trop la tête, en quelque sorte. Il s'excuse moins d'exister, il s'excuse moins de pratiquer sa religion. Et donc, il prend un peu trop de pouvoir. Et là, quand la personne que vous pensez exploiter, dominer, prend un peu trop de pouvoir, l'est un peu moins, ça crée du backlash. Ça crée les gens se braquent et se disent,
du coup, il faut l'expulser, en quelque sorte, vu qu'on ne peut plus le maîtriser. Et ça, je pense, c'est un peu une analogie au niveau micro d'un phénomène global qui touche l'Occident, qui est l'Occident post-colonial, c'est-à-dire après la décolonisation. Après, la décolonisation, c'est un phénomène qu'on a trop peu, je pense, mesuré et trop peu mis en lien, paradoxalement, avec la montée de l'extrême droite. Et en fait, on passe d'un monde où il y avait certains peuples colonisés qui étaient mis sous dépendance, avec justement l'idée de on va les civiliser, avec un truc très paternaliste, en réalité. Et là, c'est plus le cas. Et donc, du coup, on est sur la défensive davantage. Et là, du coup, c'est moins le colonisé à civiliser, en quelque sorte, que l'immigré à expulser ou à enfermer, etc. Et j'ai l'impression, en fait, c'est la relation maître-serviteur se détériore, en tout cas, est de moins en moins actuelle. Et en fait, est-ce que le vote RN, ou en tout cas dans les électeurs à qui tu parlais, c'est un peu de la conscience de race et dire non mais attendez, il faut qu'on revienne à comment c'était avant. Leurs droits, on ne leur donne que si ils doivent faire des preuves, s'ils doivent remplir des conditions, mais c'est pas normal qu'ils aient les mêmes droits que nous pour juste de base, quoi. Exactement. On a des rapports de pouvoir entre les majoritaires et les minoritaires qui bougent. Et c'est aussi ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que la montée de l'extrême droite, d'une certaine façon, c'est bon signe, parce que ça montre que ça a bougé. Il y avait des choses qui étaient naturalisées, des inégalités atroces qui allaient de soi il y a 50 ans et qui maintenant ne vont plus de soi. Et qui sont discutées, mais qui du coup sont politisées. Et donc ça crée de la polarisation, mais dans les deux sens, et ça explique aussi la montée de l'extrême droite. Et c'est un peu toujours le cas. Quand vous faites le mariage pour tous, ça crée la manif pour tous, en soi. Et une fois que le progrès est là, et a été acté, le backlash, la réaction se fait moins forte parce qu'elle a perdu la bataille, en quelque sorte. Donc là, on est sur une ligne de crête. Et effectivement, on a un peu, par analogie, le même fonctionnement avec les masculinistes, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qu'on appelle incels, par exemple, qui vont justement passer à l'acte, par exemple violent, quand justement leur femme, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre, la personne qui pensait pouvoir dominer, s'échappe, sort du domicile, ne leur répond plus et n'est plus disponible en quelque sorte. Et donc c'est cette non-disponibilité, cette non-dépendance qui, du coup, qu'on n'a plus d'autre choix, on va passer à l'acte. Et d'une manière certes très différente, mais encore une fois, le vote RN, c'est pas le signe d'une montée du racisme en fait, c'est le signe de la montée d'une politisation du racisme. C'est que cette fois, maintenant, c'est un enjeu politique. C'est plus quelque chose qui a été naturalisé comme à l'époque. Et peut-être quelque chose qu'on met pas beaucoup en valeur, tu vas me dire ce que tu penses, mais par exemple par rapport à l'islam et les musulmans, est-ce que le fait que ça soit une autre religion, de manière importante, qu'ils ne soient pas les protestants, avoir une autre religion en France avec une certaine partie de la population, parce que les juifs, il n'y en a pas beaucoup en soi, c'est 0,3% de la population française, c'est pas quelque chose que tu vois beaucoup, en tout cas dès que tu sors de Paris, il y en a encore moins. Est-ce que c'est vraiment, au-delà de ce rôle de peut-être de bouc émissaire, est-ce que c'est aussi le fait qu'il y a aussi une autre religion avec des gens qui la pratiquent en France et encore ce bouleversement pour eux? C'est une bonne question. Je pense que, au fond, ce que je vois sur mon terrain, c'est que le religieux, c'est aussi une manière de dire le racial, et peut-être avant tout. Très concrètement, les électeurs du RN, ça, les statistiques électorales le montrent, même si c'est un peu en train de changer, c'est des personnes qui sont, qu'on appelle catholiques détachés, c'est-à-dire des catholiques non pratiquants. Et moi, je suis vraiment dans ce cas-là. C'est des personnes qui vont à la messe de temps en temps, ont baptisé leurs gosses, mais sont pas très croyants, en tout cas pratiquants. Et c'est intéressant dans les entretiens, c'est-à-dire c'est pas des personnes qui vont spontanément se dire chrétiens, par exemple, ou catholiques. Mais quand est-ce que la question religieuse émerge? C'est quand on va parler des musulmans, que là, on va se dire chrétien. C'est-à-dire qu'on utilise l'identification religieuse contre, par différence et souvent par hostilité, à l'islam et aux musulmans. Et en fait, musulmans, souvent, c'est considéré presque comme synonyme de arabe ou turc sur mon terrain. Et la question religieuse, elle est parfois actée lorsqu'on parle des pratiques alimentaires, le fait de ne pas boire l'alcool, ou lorsqu'on parle du foulard, du voile. Mais souvent, en réalité, c'est aussi une manière un peu euphémisée de parler des minorités. Mais pourquoi, par exemple, un Zemmour, ça ne fonctionne pas? Ou ça fonctionne moins? Sur Zemmour, typiquement, là, moi, ce que je remarque sur mon terrain, c'est que moi, c'était un peu une surprise quand je suis retourné sur mon terrain en 2022, parce qu'il y avait une intense médiatisation de la figure d'Éric Zemmour. Et
Bon, moi, je m'attendais que beaucoup de personnes m'en parlent. Et en plus, beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté, j'avais l'impression qu'ils avaient à peu près les mêmes idées que Éric Zemmour, ce qui était un peu le cas. Mais ce qu'on retrouve, c'est une différence avant tout de classe. C'est-à-dire que les personnes me disent, en fait, Zemmour, je le connais pas trop, je me suis pas renseigné. Moi, c'est plutôt Marine, parce qu'ils appellent Marine Le Pen par son prénom le plus souvent. Et en fait, Zemmour, c'est quand même un gars de là-haut. C'est quand même un journaliste. C'est quand même un gars qui écrit des livres. Il avait dit, Éric Zemmour, à propos de Marine Le Pen, il avait dit, elle, c'est les chats, moi, c'est les livres. Donc, ce qui est à la fois du mépris de classe et du sexisme. Mais quand il dit, moi, c'est les livres, c'est une certaine lucidité sur la manière dont il est perçu aussi. C'est-à-dire un intellectuel, c'est-à-dire une personne assez éloignée socialement des électeurs du Rassemblement national. Et c'est pour ça, à mon avis, que Éric Zemmour n'a pas réussi à capter des classes populaires. Et moi, je me souviens, j'avais vu sa campagne à l'époque. Il parlait de Napoléon, de la civilisation judéo-chrétienne, etc. Personne ne parle comme ça sur mon terrain, quoi. Donc, je pense qu'il a visé les classes supérieures et il a eu un vote de classe supérieure. Et c'est pour ça que Bardella, ça fonctionne ? Et Bardella, c'est intéressant. C'est que Bardella, c'est une personne qui... Bon, déjà, il est identifié au Rassemblement national, donc ça joue énormément. Et c'est une personne qui, en fait, est assez représentatif, de par son origine sociale, de l'électorat du Rassemblement national. C'est-à-dire que sa mère, elle est Atsem, je crois, où elle était, et son père est ou était chef d'entreprise, petit chef d'entreprise. Ce qui sont vraiment les deux piliers de l'électorat RN, c'est-à-dire un électorat populaire et un électorat plutôt de profession intermédiaire, souvent indépendant. Mmh. Et donc il vient vraiment de là, il a grandi en cité, il a été mis dans une classe de... Une école privée, parce qu'il y a plein de gens dans son terrain qui ont fait ça. Donc en fait, il est assez représentatif de cet électorat, mais il l'est de moins en moins aussi. C'est-à-dire, alors que Marine Le Pen, elle vient vraiment pas, c'est une personne qui est issue de la bourgeoisie, mais elle est arrivée à performer un peu sur le temps long une proximité avec les classes populaires, en tout cas les classes populaires blanches. Jordan Bardella, il est presque en train de suivre le trajet inverse, c'est-à-dire il vient plutôt d'un milieu populaire ou de classe moyenne, mais maintenant, c'est une personne qui appartient aux élites politiques et aussi économiques. Et ce qui me semble peut-être intéressant de dire avec Jordan Bardella, c'est que il a été beaucoup critiqué sur son incompétence supposée et aussi parfois sur ses connaissances, son manque d'éducation. Oui, c'est une attaque aussi sur le diplôme. Bon, ça, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. C'est que premièrement, c'est un peu un miss-shot, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été plutôt un bon élève, Jordan Bardella, qui a accédé d'ailleurs à l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas du tout rien. Et bon, en fait, à la fac, il militait déjà énormément, donc je pense qu'il séchait ses cours, effectivement. Mais plus largement, le fait de l'attaquer sur cette question du diplôme, par exemple, encore une fois, je l'avais dit, je crois, au début de l'entretien, c'est que la variable la plus prédictive sociodémographique du vote RN, c'est le faible niveau de diplôme. Et ce qu'on retrouve dans les entretiens, ce que moi je retrouve dans les entretiens, c'est que derrière ce faible niveau de diplôme, ce qu'on retrouve chez ces électeurs, c'est des trajectoires scolaires compliquées. Des personnes qui ont vécu des classements scolaires, des déclassements scolaires, des humiliations aussi parfois, qui font qu'ils ont un rapport compliqué, voire hostile et défiant, à l'ordre scolaire, au système de classement scolaire et aussi parfois au porte-parole du scolaire, c'est-à-dire les profs, et aussi les délégués de classe, etc. Et quand en fait on attaque Jordan Bardella sur son diplôme, je me souviens aussi, il y avait eu un débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal, et il y avait des commentaires que j'avais vus de Gabriel Attal, il y passait fiche, il connaissait ses dossiers, alors que Jordan Bardella, galère, voilà. Bon, rejouer cette scène du mauvais élève, du cancre, versus le premier de la classe, à tout le moins, je pense que c'est contre-productif. En tout cas, vis-à-vis des électeurs du RN, c'est-à-dire vous rejouez une scène qu'ils connaissent bien, et je pense que c'est aussi pour ça que ces personnes-là, par exemple, ne voteront ni pour le bloc central, mais ni non plus pour la gauche, parce que la gauche, c'est aussi les premiers de la classe et les donneurs de leçons, en quelque sorte. Et par contre, il y a des critiques vis-à-vis de Jordan Bardella qui pourraient parler à ces électeurs et ces électrices du Rassemblement national. Moi, je me souviens, sur mon terrain, il y avait les hommes politiques étaient très fortement critiqués. Il y avait deux types de critiques. Il y a une critique de l'argent et une critique de la parole. L'argent, c'est les personnes qui font de la politique mais qui en fait se gavent. Les gens qui se gavent, ça revenait beaucoup, ça. Et l'autre critique, c'est la critique de la parole. C'est-à-dire que c'est des gens qui parlent bien, qui font beaucoup de promesses, qui parlent beaucoup, mais qui ne font rien, qui font la leçon.
alors que la vie ne leur en a pas donné des leçons. Et c'est pas aussi qu'ils ne travaillent pas ? Exactement, et c'est aussi qu'ils ne travaillent pas. Mais Jordan Bardella, il n'a jamais travaillé de sa vie en dehors du cadre politique. Et c'est ça, je pense que ces deux types de critiques, et avec celle aussi du non-travail, effectivement, Jordan Bardella, c'est une personne qui a commencé à militer au Rassemblement national à 16 ans. C'est une personne qui n'a jamais travaillé de sa vie. C'est une personne qui, actuellement, si on en croit les ventes de ses livres, son salaire de député, est millionnaire à 30 ans. Millionnaire ? C'est une personne qui est très très riche maintenant. Et que c'est une personne qui a énormément de richesse et qui maintenant, en fait, toute sa vie, c'est de faire aussi des dîners avec des élites économiques ou des élites politiques. Donc la critique de se gaver et aussi la critique de c'est un beau parleur, effectivement, Jordan Bardella, il a passé sa vie à faire des promesses, littéralement, à bien parler, à être beau parleur. Il n'a jamais pu les remplir parce qu'il n'est jamais arrivé au pouvoir. Et en plus, il y avait effectivement cette virginité politique qui fait qu'on n'est pas arrivé au pouvoir et donc ces promesses, on peut continuer à les faire. Et d'ailleurs, tu avais parlé du bloc central et du bloc de gauche et du fait que c'est un peu des donneurs de leçons selon les enquêtés que tu as eus. Quand le bloc central, ils reprennent un peu des idées du RN, que tu as Darmanin qui fait des sorties, Retailleau au gouvernement, est-ce que c'est quelque chose qui attire ces électeurs-là, qui leur permet de changer de vote ? Vraiment, est-ce que c'est un effet concret sur le changement électoral ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui les renforce dans leur conviction de « ils avaient raison » et en fait, à la fin, c'est nous qui allons avoir raison sur la totalité de la question. De toute façon, ça, c'est quelque chose, en sciences politiques, on se tue à le dire, mais apparemment, personne ne nous écoute, en tout cas à droite ou dans le bloc central, c'est que ça a été mesuré. C'est-à-dire que lorsque la droite ou le centre reprend des thèmes de l'extrême droite, ça peut marcher sur le court terme. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de candidats qui le font. Ça peut marcher sur le court terme, mais sur le plus long terme, vous perdez des électeurs. Parce que, comme le dit la formule, ces personnes préfèrent l'original à la copie. Et surtout, ce qui se passe, c'est que, de toute façon, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir changer. Par exemple, des appartenances de classe. Si vous voulez, Emmanuel Macron, là, encore une fois, on reprend la critique de l'argent et de la parole. C'est vraiment, Emmanuel Macron, c'est le banquier et le beau parleur. C'est tout ce qu'on déteste chez les élites économiques et tout ce qu'on déteste chez les élites culturelles, tout ce qu'on déteste chez la droite, tout ce qu'on déteste chez la gauche. C'est l'incarnation parfaite de ces deux éléments. Et moi, j'ai bien vu que de 2017 à 2022, en 2022, les électeurs que j'ai rencontrés continuent à me dire, lui, on ne sait pas où il est. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il est de droite ou de gauche. Et le niveau de détestation est bien supérieur à ce qu'il était en 2017, alors qu'il était déjà haut en 2017. Et donc, effectivement, c'est inefficace. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez légitimer des thèmes qui, ensuite, électoralement, ne vont pas vous profiter. Et du coup, est-ce que ton analyse, elle fonctionne aussi à gauche ? Quand tu as des appels du pied aussi un peu à gauche sur des thèmes comme l'immigration de certaines figures politiques ? Moi, je ne comprends pas pourquoi certains candidats continuent à faire ça. C'est-à-dire que ça ne rapporte aucun électeur. Et ça peut vous en faire perdre, en réalité. En plus, là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que il y a un peu une sorte de cohérence quand même idéologique. C'est-à-dire, si vous commencez à lâcher sur les questions antiracistes, par exemple, très souvent, ce qu'on repère, c'est que les personnes lâchent aussi sur les questions de lutte des classes, sur les questions de anticapitalisme, par exemple. Et donc, souvent, en fait, ça va un peu ensemble. Encore une fois, le RN, ce qu'il est arrivé à faire, c'est articuler la question raciale et la question sociale. La question des appartenances de classe et la question des formes de racisme. Je pense que la gauche, elle aurait intérêt à lutter sur ces deux fronts également. Comment un peu arriver à articuler ça ? Parce qu'en même temps, la gauche le fait avec tout ce qui est analyse raciale, avec l'intersectionnalité. Il propose quelque chose d'une certaine manière, économiquement. Mais est-ce que c'est possible même de bouger ce vote-là ? Est-ce que c'est possible de bouger cette adhésion-là pour un bloc ? Oui, c'est-à-dire que, adhésion-protestation, c'est toujours un peu compliqué comme dichotomie, parce qu'on vote toujours un peu pour, mais aussi toujours un peu contre. Ouais. Et surtout, effectivement, ça a un des acquis aussi de la sociologie politique, c'est d'arriver à montrer que selon les contextes, les gens n'activent pas politiquement les mêmes choses. Vous allez avoir les mêmes personnes qui vont activer certaines dispositions, par exemple racistes en eux, lors du vote pour le Rassemblement national. Et ensuite, pendant le mouvement des Gilets jaunes, la question raciale, justement, a été désactivée. C'est-à-dire que ce n'était pas pour ça que les gens faisaient ce mouvement politique. Vous allez avoir les mêmes personnes qui vont participer aux mêmes événements politiques, élections, mouvements sociaux, mais avoir pas du tout les mêmes propos, le même type de politisation. Donc moi, je pense qu'il faut faire très attention à pas essentialiser les électorats, ni non plus les individus. Mais par contre, ce changement,
Évidemment, il peut se jouer à un niveau interpersonnel. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut essayer de convaincre un peu parfois certaines personnes, notamment des proches. Ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Encore une fois, l'entourage, ça compte beaucoup dans le vote. Mais il y a des enjeux beaucoup plus structurels, à mon avis. Tu as un petit peu répondu à la question, mais j'aimerais bien peut-être que tu développes parce que sur la gauche et sur la tentative de replacer économiquement le débat. Est-ce que, du coup, tu as dit qu'il faut qu'il parle sur les deux plans, économique et racial, mais du coup, si la gauche arrive avec des grandes mesures économiques, ça risque en fait de pas fonctionner parce que ça répond pas à ces deux aspects? Ah non, je pense qu'au contraire, déjà, je pense que la question raciale, encore une fois, c'est une question aussi économique. Ouais. Moi, j'ai plutôt une manière de dire, il y a des rapports sociaux, de classe, de genre, de race, et à chaque fois, il y a un volet matériel, économique, et un volet symbolique, culturel. Il faut à chaque fois penser les deux en même temps. Et donc, l'antiracisme, c'est aussi, encore une fois, des questions économiques. Si vous voulez, l'immigration, si tu veux, c'est une question économique, quoi. C'est-à-dire que, et donc, il faut la concevoir également comme telle. Et par contre, tout l'enjeu, à mon avis, c'est celui de démonétiser politiquement le racisme. Donc, il y a deux manières de le faire qui doivent être complémentaires. C'est premièrement, il faut qu'il y ait davantage de sanctions, tout simplement, vis-à-vis des propos, des pensées, des mouvements politiques qui font pencher vers le racisme. Et même au niveau, encore une fois, à l'interpersonnel. Une des choses qui m'a, moi, beaucoup marqué sur mon terrain, c'est à quel point il y avait des énoncés contre les immigrés, contre les assistés qui circulaient, mais circulaient tranquilles, c'est-à-dire sans friction, sans aucune même discussion, ou sans personne qui dit bon bah non, ça c'est pas possible de dire ça, c'est pas ok, ou juste arrête d'être con. Enfin, et là aussi, je pense que c'est un truc important, c'est que le respect, c'est pas forcément, ça peut être du conflit, quoi. Ça peut être aussi respecter quelqu'un, de s'engueuler avec lui. Et ça marche aussi si on est dans des relations sociales à peu près égalitaires. C'est pour ça que plus la gauche s'embourgeoise, en quelque sorte, plus son message, y compris antiraciste, sera inefficace, à mon avis. Et donc, il faut donc sanctionner, avoir un antiracisme du quotidien, comme dit parfois, un antiracisme ordinaire. Il y a du racisme ordinaire, il faut favoriser les formes d'antiracisme ordinaire. Et enfin, il faut mettre en face des projets de classe, en quelque sorte, qui font que ça vaudra moins le coup de politiser son racisme. Il faut mettre en face des gens des mesures où ils se disent, bon, bah là, comme j'ai dit tout à l'heure, l'appât empoisonné, les profits de court terme ou de moyen terme du racisme, bah, ils valent moins le coup, parce qu'en face, on a quelque chose de plus prometteur. Mais là, on touche un peu au problème de fond, qui est que personne n'y croit. Je reviens sur les questions de fatalisme. Au fond, les programmes de gauche qu'on voit dans le programme, justement, ça serait des mesures qui seraient favorables économiquement, socialement, aux personnes que moi j'ai rencontrées. Ils iraient mieux avec ces mesures-là, ces mesures de gauche, concrètement. Mais personne n'y croit. C'est-à-dire que je pense que la gauche manque aussi de victoire et d'accomplissement qui montrent que c'est possible. Je pense là, le mandat de François Hollande, qui est considéré sans aucune ambiguïté comme de gauche par les électeurs du RN, bah, il y a eu, pour dire le moins, il y a eu une occasion qui a été manquée. Il y a eu une occasion de dire vous n'êtes pas obligé de politiser les questions migratoires pour être entendu. C'est ça en ce moment qui est en train de se passer. C'est uniquement quand il y a du racisme qu'on se met à écouter les classes populaires, dans les médias par exemple. Et donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est de dire vous pouvez avoir des progrès, une amélioration matérielle de vos conditions d'existence sans qu'on ait besoin d'évoquer la question des assistés entre guillemets ou des immigrés. C'est-à-dire on peut avoir un meilleur hôpital public sans supprimer l'AME. On peut avoir un meilleur SMIC sans supprimer le RSA. Voilà, et c'est ça qu'il faut arriver à montrer, mais personne n'y croit. On arrive au bout de l'entretien, Félicien. Merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et je recommande vivement Des électeurs ordinaires. On n'a pu aborder qu'une partie des enjeux du livre. Si vous voulez vraiment comprendre tous les ressorts, c'est très intéressant, profond du vote RN, je vous encourage vivement à le lire. Avant de terminer, je voulais remercier celles et ceux qui ont travaillé sur cet épisode. Baptiste Breneau, juste derrière moi, pour l'écriture et les recherches. Lilou pour le montage. Lucien Babin pour le mixage son. Arthur Rivelois pour la miniature. Moi, c'était Mathias Jobert. Merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un prochain épisode de Chercheur.es. Chercheur.